Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Leonidas Kalogiropoulos, PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique, délégué général de l'Open Internet Project et qui a publié L'entrepreneurialisme ou les nouvelles lumières d'une France qui ose chez Fauve Édition. Ludovic Subran, chef économiste d'Euler Hermès, directeur de la recherche économique d'Allianz, et Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog Je suis libéral.fr. Il est le dernier en France à l'assumer, mais c'est comme ça. On refond, là, parce que ça m'agace. Des alignements des planètes ou pas des alignements des planètes, Ludovic Subran? Économique, hein. Oui, vous savez, les taux, la devise, c'est pas loin. Non, mais on sait jamais. Avec Trump, il y a des alignements. Pluton, planète ou pas planète, vous avez 6 heures. Non, il y a le triple choc, hein, les taux, la devise, mais surtout, je pense qu'on n'en parle pas. Enfin, donc la montée des taux américains. Un peu plus rapide qu'escompté. Le dollar qui s'apprécie, alors qu'il y avait une vraie déconnexion entre le dollar et les taux depuis un petit moment. Et donc il y a plus cette prime de défiance des politiques publiques de Donald Trump. Et puis les matières premières, parce que c'est un vrai choc, hein, quand on regarde par rapport au premier trimestre 2016, le prix du baril est 4 fois plus élevé, donc c'est un choc pour les pays importateurs nets de pétrole. Ça, bien sûr, ça change un petit peu, notamment la dynamique des pays émergents. C'est pour ça qu'on voit des ébullitions en Argentine, en Turquie. On voit certains autres pays, notamment en Europe de l'Est, qui sont un petit peu plus inquiets, la Roumanie, la Hongrie, je pense à ces pays-là. Donc c'est vrai que ça crée un petit peu plus de sélectivité dans les pays qui sont généralement plus impactés par le cycle économique. Ça on le voit, c'est sûr, c'est pas grave, mais ça demande un petit peu plus de nuances dans la façon dont on regarde les émergents, notamment ceux qui sont très dollarisés, ceux dont le compte courant est plutôt ouvert. Sur les gros pays, ce qui se passe vraiment, c'est ce que je disais juste avant la pause, c'est-à-dire que l'économie américaine est en train d'accélérer alors que l'économie européenne est en train de décélérer. Et donc ça nous gêne un petit peu parce que nous on s'était dit, quand on regarde le cycle économique, il y a à peu près fin 2017, il y avait à peu près une année de croissance au-dessus du potentiel pour les États-Unis et 2 années de croissance au-dessus du potentiel pour l'Europe. Aujourd'hui, je me demande si ça pourrait pas être une décélération plus rapide de l'Europe. Parce que c'est vrai que ce ralentissement du premier trimestre, on l'explique assez bien conjoncturellement, la production a un peu d'avance par rapport à la consommation, on regarde les stocks, etc. Il y a un petit peu plus de frayeur sur les coûts des intrants, hein, les salaires en Allemagne, l'inflation, mais on sent surtout que ce risque politique, notamment sur l'Italie, mais on voit aussi sur l'Espagne, est en train un petit peu de casser la dynamique d'investissement. Et donc on pourrait se retrouver, c'est vrai, avec des États-Unis qui accélèrent, avec le coût qu'on sait, dont on parle un peu avant la pause, hein, il faut aujourd'hui 3 € de dette pour 1 € de croissance aux États-Unis. On a une architecture du système financier qui est encore un petit peu vulnérable. On sent la dérégulation financière, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la guerre commerciale, mais il faut dire que Trump a mis à plat Dodd-Frank, la règle Volcker. Enfin, il veut vraiment que les banques et les institutions financières prêtent plus dans l'économie réelle. Donc on sent cette bulle de dette un peu se créer, et puis on a une Europe qui décélère. Et ça fait pas de bien parce que on n'a pas cité les chiffres, mais il faut savoir que le commerce mondial aujourd'hui, il croît autour de 5% en volume et presque 8% en valeur. Donc on est sur des chiffres qui sont aux antipodes de ce qu'on entend sur la rhétorique protectionniste. Mais ça pourrait, c'est vrai, se déconnecter avec une Chine qui croît assez vite, mais qui ralentit aussi de façon assez contrôlée, et donc créer des tensions, notamment sur les marchés, avec ces tensions sur l'euro et sur les marchés actions et marchés obligataires américains versus européens. Moi, je pense pas que ça va être plus dangereux ou plus tendu que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ce qui m'inquiète, c'est que si on n'a pas de dynamique de croissance à court terme en Europe, ce qui se passe en Italie, ce qu'on sent en Espagne, ça pourrait, c'est vrai, nous remettre dans une situation de tension financière comme on l'a pas connu depuis maintenant 3-4 ans. Et donc on le voit un peu sur les spreads italiens, hein. On l'a vu il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'on sent que les marchés, et notamment les grands investisseurs américains, prennent des positions qui sont un petit peu courtes sur l'Europe. C'est-à-dire qu'eux comprennent pas trop les mécanismes, l'union bancaire, on parlait de cette architecture technique. Les fonds de pension américains, ils regardent ça en disant on comprend pas trop. Et aujourd'hui, par exemple, sur l'Italie, nous on parle à beaucoup de gens sur les fonds de pension américains, etc. Ils disent nous on comprend pas trop, mais ça sent mauvais. Donc ils se remettent dans une situation et ça, pour le coup, la com de Trump soutient ça très bien. C'est-à-dire qu'on parlait de démondialisation, il n'y a pas de démondialisation. En revanche, dès qu'on a un peu de défiance entre le bloc américain et le bloc européen, ça nous coûte très cher très vite. Parce que c'est un hégémone bienveillant, comme on dit.
Léonidas Kalogeropoulos, le temps est-il venu du social dans la politique d'Emmanuel Macron? 3 économistes, Philippe Aghion, qui avait été à la commission Attali aux côtés d'Emmanuel Macron, Jean Pisani-Ferry, qui a été un des coordinateurs du programme présidentiel, et puis Philippe Martin, qui fut conseiller d'Emmanuel Macron à Bercy, ont écrit à l'Élysée une note circonstanciée pour expliquer qu'il était temps de faire du social s'il ne voulait pas rester définitivement le président des riches, s'il ne voulait pas définitivement être celui qui est perçu comme menant une politique clairement ancré à droite, et il propose des mesures en matière de droit du travail, quelques-unes qui concernent les dépenses et surtout énormément de mesures de fiscalité. Alors je partage le diagnostic et je suis totalement opposé aux remèdes. Les remèdes en 2 mots, c'est-à-dire conserver la taxe d'habitation pour les 20% pour qui on devrait la supprimer, faire la taxe foncière de manière progressive, supprimer les dispositifs d'investissement locatif comme le Pinel, faire des droits de succession nettement renforcés sur les gros héritages et supprimer des niches fiscales ou encore de ce qu'on appelle les aides aux entreprises. Voilà, j'ai fait la liste rapidement pour... Oui, merci, mais c'est vrai que le diagnostic, c'est quoi? C'est de dire, finalement, il n'y a pas une très bonne lisibilité de tout le catalogue des actions qui sont mises en œuvre par ce gouvernement. Et il n'y a personne véritablement pour incarner la pédagogie de tout ce qui est fait, et énormément a été fait. Et l'image qui en ressort, c'est que globalement, on favorise ceux qui réussissent pour qu'ils réussissent mieux, et on se désintéresse des autres. Et finalement, il n'existe qu'un leitmotiv pour essayer de donner de la cohérence à tout, et c'est un leitmotiv que je partage totalement, c'est le thème de l'émancipation. On répète à peu près sur tous les fronts que la volonté du gouvernement, c'est de donner à l'école le rôle émancipateur qui est le sien, d'accompagner la formation professionnelle pour qu'elle permette l'émancipation par la formation et par le travail, et de faire en sorte que l'économie redonne des leviers d'émancipation. Mais quand on utilise ce mot et qu'on donne cette clé d'explication, finalement, on ne parle que, entre guillemets, aux émancipés. Parce que vous dites à quelqu'un qui est dans le chômage depuis 3 ans, qui ne trouve pas sa voie, le gouvernement a une politique d'émancipation, je ne suis pas certain que l'on comprenne. Donc il y a le mode d'emploi de toutes ces politiques qui manque, et il y a probablement aussi un certain nombre d'autres axes qui sont encore en angle mort, comme tout l'accompagnement de l'entrepreneuriat qui va venir dans la loi Pacte, et qui va donner probablement quelques clés pour s'emparer de ces nouveaux outils. Il y a également un peu le rendez-vous manqué sur la thématique des banlieues. Non pas que j'étais favorable à l'ensemble des potions proposées par Jean-Louis Borloo, mais on a eu un grand moment autour des banlieues pour dire ça ne sera pas le plan Borloo, mais en revanche, qu'est-ce que ça sera, on ne le sait pas. Donc il y a beaucoup d'angles morts. Mais les remèdes qui sont proposés consistant à dire, refaisons de l'aide, de l'accompagnement immédiatement financé, et finalement dépensons davantage, me semblent être ceux par rapport à quoi Emmanuel Macron a tourné le dos, et il ne s'agit pas d'y revenir. Mais qu'en revanche, il n'est pas encore réussi à totalement élaborer la grammaire de ce qu'il s'agit de faire dans ce nouveau momentum. Ça, j'en partage le diagnostic. Le momentum, c'est le moment où on attend la publication du rapport des experts de CAP 2022. CAP 2022, tout à fait. Il commence à se marrer en entendant CAP 2022. Ça veut te dire. Vous dites CAP 2022, les autres se marrent. C'est vrai qu'on reçoit... Parce qu'on est en train de nous faire... Non, mais on est en train de nous expliquer qu'il ne verra pas le jour. Jamais publié. Il sera réalisé, mais peut-être jamais publié. Est-il reçoit Bruno Le Maire. Est-il reçoit Bruno Le Maire à midi tout à l'heure pour un déjeuner. Nous lui demanderons qu'est-ce qu'il y a donc dans ce CAP 2022 pour la réduction des dépenses de l'État, qui est quand même un grand moment. Si on veut pouvoir dépenser mieux, il va falloir dépenser. Vous avez parlé d'angle mort, ça c'est l'angle mort effectivement. Et on voit que c'est pas totalement mûr dans les esprits. Prenez la séquence de 15 jours de déclaration des uns et des autres sur qu'est-ce qu'on fait avec la dépense sociale, les aides sociales et tout ça. C'est assez grandiose en matière de girouette. Stéphane Ramuffel. Il y a beaucoup de choses. Première chose d'abord, je le redis, mais peut-être que je me fourvoie quand je dis quelque chose comme ça. Que ce soit 2022, une remarque d'économiste, un rapport commandé à l'époque à un pléthore de spécialistes, le gouvernement, il a été élu, il est là pour gouverner. Est-ce qu'il doit tout publier, tout montrer à tout le monde et expliquer des choses qu'il n'utilisera jamais parce que ça n'est peut-être pas sa vision et qu'il a juste besoin de faire bosser des gens et plancher des gens sur un travail de technicien, et je me tourne vers Ludovic parce que c'est son métier d'apporter des visions d'économistes à des gens qui ensuite prendront des décisions, soit d'investissement, soit de recrutement, soit de croissance, de choses. Bon, j'ai toujours du mal avec ça, en France, avec cette notion de parce que
Attali l'a dit, parce que Gallois l'a dit, parce qu'on a le rapport ceci, etc. Ça n'a pas été fait. On a élu des gens, ils n'ont pas été réélus en général derrière. C'est fait pour ça. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la France. Donc le gouvernement, à aucun moment donné, pardon Léonidas, je ne verrai le ministre des Finances et le ministre de l'Économie français devoir, quel que soit le groupement derrière, malgré toute la qualité des interlocuteurs, devoir expliquer ce qu'il y a dans un rapport qu'ils ont commandé et qu'ils ont demandé pour prendre des décisions ou pas. Le problème, c'est mon point de vue. Il a été dit que tout ça serait rendu public. Non, mais bien sûr. Le précédent Borloo, ça fait on n'a pas une fois qu'on a dit ça, je partage globalement l'idée de dire, dans ces cas-là, ne dites pas que vous le faites. Ne dites pas qu'il va y avoir une petite... Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Nicolas, c'est que ce qui est très drôle par rapport à cette fuite des trois économistes, si tant est qu'on part du principe que c'est une fuite, c'est qu'on nous parle de rééquilibrer. Donc rééquilibrer, tout de suite la presse s'est jetée sur la jambe gauche. Donc on a la presse française, quelle qu'elle soit, a entériné l'idée que M. Macron avait de toute façon choisi sa jambe droite, les riches. Je résume. Bon, moi j'ai lu un truc qui m'a intéressé, on ne sait pas lequel des trois l'a écrit. Ils ont une petite phrase qui est très intéressante pour le libéral que je suis, qui est de dire en gros, il manque, ou en tout cas ces gens-là qui ont participé au programme du candidat Emmanuel Macron ne voient plus forcément l'égalité, moi le libéral qui vous dit ça, l'égalité des chances et des possibilités. C'est-à-dire quelque chose... Des opportunités. Des opportunités. Ce qui est donc quelque chose d'extrêmement libéral dans l'état d'esprit. Je ne vais pas faire de philosophie. C'est pas de l'égalitarisme dont on parle. On est bien en train de dire l'égalité des possibilités, c'est la liberté. C'est de dire en gros, qui que tu sois, d'où tu viens, quel que soit ton niveau intellectuel, social, etc., ils estiment que peut-être ce qui a été fait jusque-là ne donne plus cette image, non pas d'être tous pareils, de distribuer, de sociabiliser parce qu'il manque des aides, etc. Non, il manque ce message que tu sois un grand ou un petit, continue à grandir. Parce qu'en fait, la France est déjà grande. Continue à grandir et ne nous laissons pas tirer vers le bas. Donc c'est le libéral qui vous dit, peut-être le social-libéral, parce que je me fais pourrir sur les réseaux sociaux parce que je ne suis pas assez texan parfois. C'est le cas. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ce soit Cap 2022, que ce soit ces trois économistes, tout de suite, on doit choisir un camp. Emmanuel, tout de suite, c'est soit la jambe droite, tout de suite, c'est la jambe gauche. Voilà. Et donc, il faut juste rappeler ça et se dire juste, il est là pour gouverner, il doit choisir. Est-ce qu'en ce moment, il fait un peu plus pour les émanciper, et puis demain, il va recréer les moyens de pouvoir redistribuer un gâteau qu'on n'avait plus vraiment, en fait. Voilà. C'est juste ça. Il y a beaucoup d'effets médiatique et beaucoup d'effets politiques dans toutes ces annonces. Ludovic Subran, vous lisez comment le message, vous lisez comment la suite, parce qu'effectivement ça s'inscrit au moment d'un débat sur les aides sociales qui n'est pas du tout tranché, parce que même au plus haut niveau de Bercy on n'est pas d'accord, et ça s'inscrit au moment où il doit y avoir a priori des prises de position politiques sur la dépense publique, la réforme de la sphère publique, avant la publication du plan anti-pauvreté lors d'un congrès à Versailles. Je ne veux pas faire l'exégèse du rapport Piseni, Aguillon, Martin, des PAM, mais pour moi, il y a trois choses intéressantes. Un, le momentum, et en effet, je vous le disais tout à l'heure sur la conjoncture française, ce qui déçoit aujourd'hui, c'est le consommateur. C'est-à-dire que la production est en avance par rapport à la consommation parce que le pouvoir d'achat, lui, ne croît pas assez vite pour la reprise qu'on a eue. C'est-à-dire que l'année dernière, on a une reprise de l'ordre de 2% et la conso annuellement a cru seulement de 1,2%. Donc il y a un consommateur qui n'est pas au rendez-vous. Donc eux le savent et analysent ces sujets. Deuxième sujet, il y a en effet Cap 22, les aides sociales, etc. Et en termes d'histoire de la pensée économique, il faut replacer ça, c'est-à-dire que ce pendule macronien entre libérer et protéger, eux disent attention, et c'est vrai, moi personnellement je trouve qu'il y a une incompréhension du social à la française de la part du gouvernement. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'ils le taxent un peu d'anglo-saxon, etc. En France, on résout les inégalités de place, puis les inégalités de chance, enfin, on a une approche mobilité sociale très forte. Aujourd'hui, dans l'approche sociale d'Emmanuel Macron, c'est je fais tout ce qu'il faut pour la sphère productive et je redistribuerai plus tard. Mais il a une approche très anglo-saxonne dans le sens où il nomme les poches vulnérables et essaie de répondre par des transferts. C'est pour ça qu'on a des histoires sur le logement, des histoires sur le plan autisme, etc. On a des poches de vulnérabilité et le président dit on va faire quelque chose là-dessus. C'est pas l'histoire française de la mobilité sociale. Les Français généralement
essaie d'avoir une dépense publique qui est déjà énorme, mais qui est très progressive, c'est-à-dire qu'elle va davantage vers les plus vulnérables et moins vers les plus aisés. Ça, c'est l'histoire un petit peu de l'approche sociale française. Le président, sur le papier. Le président, lui, a une autre approche de ça. C'est vrai qu'il a plutôt tendance à baisser la fiscalité sur la sphère productive. On entend beaucoup parler de la réforme de la taxe professionnelle, etc. Et puis, après... Ça a été un peu reporté s'inédit. Bien sûr, mais c'est un peu l'idée quand même. Et à côté, on fait des chèques aux plus vulnérables. Et je pense que cette note replace un petit peu l'esprit sociodémocrate dans la politique d'Emmanuel Macron en disant, mais en fait, c'est pas tant je libère d'un côté et je protège de l'autre, mais en fait, la protection et notamment la mobilité sociale peut être filée dans l'approche qu'on a de la fiscalité, des dépenses publiques, etc. C'est pour ça que c'est assez bien choisi. Troisième sujet, je suis d'accord avec Léon Diaz, je trouve que les réponses, c'est-à-dire qui sont apportées, sont un peu décevantes. C'est-à-dire, autant je partage le diagnostic amplement, autant je trouve que sur les réponses, ça retombe un peu comme un soufflet. Alors après, c'était une note en effet qui n'était pas censée être publiée. Il y a des choses très anecdotiques sur les grands corps de l'État, donc il y a des choses qui poussent un petit peu, qui appuient là où ça fait mal sur certains sujets. Vous voulez dire que certains des rédacteurs auraient voulu régler certains comptes personnels? Je pense, bien sûr. Enfin, après, encore une fois, on est là en train de faire l'exégèse d'un papier. Les auteurs seront les mieux placés pour en parler. Mais je trouve qu'il y a quand même, dans l'ensemble de ce qui est fait par le gouvernement, sur l'éducation, ce qui a été annoncé sur la réforme de l'assurance chômage, ce qui est en train d'être fait sur la réforme de la santé, on a vu le compte les n'y soins est pas, vous dit Philippe Aghion, sur la volet sécurité. C'est vrai, parce que et je les comprends. L'apologie du travail de Madame Ce qui les inquiète aujourd'hui, c'est le marché du travail, avec, c'est vrai, encore beaucoup de chômage et beaucoup de NEET. Donc, c'est 18% de jeunes qui sont ni à l'école, ni en formation, ni en emploi. Et ça, c'est du capital humain qu'on perd si on ne le nourrit pas. Et puis, deuxième sujet, c'est vrai, je pense sur l'innovation, c'est cher à Philippe Aghion, il y a peut-être des décisions un peu haletantes sur ce que l'État doit mettre comme cadre pour que l'innovation soit un petit peu plus inclusive. Et ça, voilà, les solutions ne sont pas encore définies, mais les problèmes sont bien posés. Allez-y, Léonidas là-dessus, Stéphane Venuflet, avant que je vienne vous chercher sur le MEDEF. Voilà. Oui, je m'y attendais. Là, on repasse dans le pendule libéré. Simplement, je trouve qu'il y a quand même quelques difficultés qui sont bien pointées. D'abord, on n'a strictement rien depuis des mois, et c'est d'où le sujet de CAP 22, sur la réduction des dépenses de l'État. Il y a en matière d'organisation de la machine étatique, Bercy qui a tout repris en main. Et de ce point de vue-là, la critique sur les hauts fonctionnaires et le fait que tout passe par eux, c'est vrai qu'il y a peu d'imagination, peu de disruptif, comme on l'a beaucoup dit, dans l'approche de différents sujets. Et puis après, il y a un troisième élément dans les analyses qui ont été faites, c'est que l'émancipation, l'éducation, la formation, ça prend du temps. Ça prend du temps et le résultat n'est pas éminemment tangible. Et bien entendu, tous les remèdes sur lesquels je pense que Stéphane et moi, nous sommes, comment dirais-je, très réservés sur leur efficacité, pardon Ludovic, c'est des remèdes qui permettent de dire voilà, on a injecté de l'argent tout de suite. Et donc ça permet de faire des annonces et de dire vous voyez, on n'est pas le gouvernement des riches, on a mis de l'argent sur un tel, on a apporté telle allocation. Et c'est de la mauvaise politique. C'est la mauvaise politique qui a ruiné la France, qui l'a mise véritablement, a mis ses comptes publics dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Il ne faut pas retomber là-dedans. Mais en revanche, je pense qu'on avait plus ou moins un consensus là-dessus, le diagnostic sur le fait que tout ce qui a été fait n'est pas véritablement bien mis en valeur et bien... c'est la peur de l'Italie. Soyons honnêtes. Les gens se disent, on est en train de faire exactement les réformes structurelles que l'Italie a faites sous Monti, Renzi, Gentiloni, l'État. Et regardez le résultat. Et donc je pense qu'il y a aussi un moment politique qui est planté en disant... L'économie va bien, mais l'économie devrait ralentir assez vite. Si elle ralentit, qu'aura-t-on fait en termes de réduction des inégalités d'accès? En fait, vous nous expliquez que politiquement, ils craignent 2022 et ce qui pourrait se passer. Bien sûr. Oui, alors pour refermer le sujet, on a plus que 6 minutes 40. Je voulais très rapide deux petites choses. Alors une, j'en avais qu'une, mais là je voulais rebondir juste sur ce que vient de dire Léonidas. C'est pas de la mauvaise politique, Léonidas, c'est de la mauvaise économie. C'est ça qui est terrifiant, c'est que tout de suite le spectre est sur les deux, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, en gros, peut-être que c'est très surprenant que ce soit trois économistes aujourd'hui qui aient fait ce truc ça fait qu'1 an qu'il est là, quoi.
Donc, et je vous rappelle qu'on a élu normalement le sauveur, le réformiste du siècle qui devait changer la France, qui devait changer les mentalités. Et un an après, des gens qui ont travaillé avec lui commencent à dire que finalement c'est décevant, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Parce qu'il dilue les choses qu'il avait annoncées sur ce sujet. C'est ce que je veux dire. C'est normal, ils ont fait le programme. On est sur des actes politiques, on n'est pas sur la... Maintenant, juste pour terminer là-dessus, pour la petite histoire, c'était très drôle, Ludovic explique en gros, on a 2 points d'un côté sur une croissance globale, etc. Et puis finalement, les consommateurs ne réagissent qu'à hauteur, allez, grosso modo, de 60% de cette... Ouais. Bon, je suis content. Il était temps, oui. Ça fait des années que, y compris sur ce plateau, je dis quand est-ce que la France va refermer la porte du keynésianisme et va arrêter de penser que tout repose sur l'incitation, donnant les moyens aux consommateurs. Parce que le consommateur ne crée pas, et ne crée plus, en tout cas en France, et on s'enferme de plus en plus, il ne crée plus les propres produits qu'il consomme. Donc on est en train de s'endetter et on est en train... Et c'est pour alimenter la croissance des autres. C'est le seul point qu'on peut reconnaître d'intelligent à M. Trump, et c'est son côté entrepreneur, avec tous les défauts qu'il a gardé, c'est qu'au moins, il dit si je dois dépenser de l'argent et si je dois mettre mon pays à plat en termes de dette, au moins ce sera pour la production américaine et non pas pour la production asiatique ou la production des étrangers. Voilà, je voulais juste dire ça. Donc il serait peut-être temps de basculer et de comprendre qu'en fait la consommation en France ne fait pas tout. Voilà, ne fait pas tout. Alors est-ce qu'il faut tomber dans le tout offre ? Je suis pas sûr. Non, mais on a expliqué qu'on consommait plus que l'on produisait et que c'était l'une des raisons qui était à l'origine de bien des difficultés de l'économie française. Des déficits. Ils sont 45 membres du conseil exécutif du MEDEF. Ils vont aujourd'hui se prononcer sur la future présidence du MEDEF. C'est un vote purement consultatif avant l'élection officielle du 3 juillet, mais qui évidemment est très regardé. Vous les avez rencontrés, tous ces candidats à la tête du MEDEF, ou en tout cas à la présidence et la succession de Pierre Gattaz, Léonidas Kalogeropoulos. Bon, il y a Ruth Bézieux d'un côté, Alexandre Sobo de l'autre. Et quelques challengers, ne les oubliez pas. Mais est-ce que vous avez une position chez Éthique ? Est-ce que vous avez décidé que vous souteniez tel ou tel candidat et que... Alors d'abord, il y a eu... dans la mesure où Éthique est quand même une organisation patronale. Est une organisation patronale. Éthique a consulté ses membres. La quasi-totalité des membres qui ont répondu à cette consultation ont souhaité que cette consultation reste confidentielle pour ce qui est de ses résultats. Et je pense que jusqu'au 3 juillet, Éthique verra. Mais je doute que Éthique ait l'occasion de prendre ouvertement position pour l'un ou pour l'autre. Maintenant, ce que nous constatons, c'est que au fur et à mesure que l'on approche, les tensions s'animent. Il va falloir quand même qu'à un moment donné, comme a très bien su le faire Pierre Gattaz, tout le monde se retrouve ensemble et travaille ensemble. Et généralement, ça se termine avec un candidat unique avant l'élection. Donc, là... Oui, mais ce qui n'enlève en rien le fait qu'il y ait eu compétition, mais à un moment donné, tout le monde finit par travailler ensemble parce que c'est le mouvement des entrepreneurs, parce qu'il s'agit de diffuser l'esprit d'entreprise dans le pays, et il s'agit aussi de parler de manière constructive au pouvoir public. Donc je sais bien que chacun s'est positionné. Je vois bien, et ça a été très bien décrit sur vos antennes ce matin, que le clivage traditionnel entre les services d'un côté et l'industrie de l'autre sont des clivages qui se dissipent, que l'on a de plus en plus davantage des clivages qui se font autour de la sensibilité des hommes, des uns et des autres, de leur manière de faire de la communication et d'incarner la politique du MEDEF. Je ne suis pas certain qu'au jour où nous sommes aujourd'hui, ce qui distingue les candidats, ce soit véritablement des lignes fortes de prise de position distinctes. Donc on finira probablement par se retrouver tous ensemble. Ludovic, vos attentes et vos espoirs par rapport à l'élection à la tête du MEDEF. Moi, je vais être très... non, mais moi, j'ai la chance d'avoir des patrons qui croient en mon indépendance éditoriale, on appelle ça. Moi, j'avoue que j'ai lu les manifestos des candidats et que je pense qu'Alexandre Sobo incarne un MEDEF qui me plaît davantage, parce que c'est pas facile avec un président comme Emmanuel Macron d'exister comme patron du MEDEF, et que aujourd'hui, si on a une histoire à raconter, je trouve que cette réconciliation de la France avec ses entreprises et les propositions qui sont faites, et ce que moi j'ai pu voir comme économiste du dialogue social qu'Alexandre Sobo a créé lors de la négociation des points pour l'assurance chômage, etc., je trouve que c'est quelqu'un qui incarne aujourd'hui peut-être un MEDEF qui me plaît davantage. Après, là,
la FFA, la Fédération Française de l'Assurance, a pris position pour Geoffroy Roux de Bézieux, donc je parle en mon nom et pas du tout en celui du secteur de l'assurance, mais je pense qu'en effet, ils ont tous les deux, et les challengers aussi, très bien compris quels étaient les sujets aujourd'hui. Oui. Et donc, les questions ont été bien posées, et ils sont d'accord là-dessus. Après, ça va se jouer aussi beaucoup sur la personnalité, sur la force de rassemblement, et aussi, je crois que ce qui a peut-être manqué dans le MEDEF des dernières années, c'est la présence de grands patrons au sein de l'exécutif du MEDEF. On a beaucoup eu des représentants de fédérations, et moi personnellement je trouve que cette représentation à travers les fédérations est pas forcément une représentation qui fonctionne très bien. Je pense que c'est important, et les fédérations font partie du conseil exécutif du MEDEF, mais je trouve qu'on a besoin de patrons qui parlent avec leur tripes de ce que c'est d'être patron d'une boîte, et des problèmes du quotidien, mais aussi ce que eux ont envie de porter pour la France. Donc je pense que voilà, laissons-leur un peu le temps. C'est une tension assez forte au sein du patronat aujourd'hui. Et donc moi personnellement, j'ai lu les programmes. Le programme que je trouve le plus intéressant, voilà, je l'ai dit, c'est celui d'Alexandre Sobo. Mais après, aucun problème. 30 secondes pour finir. C'est vraiment le mot de la fin. C'est marrant parce que Ludovic termine sur le mot. J'ai lu les programmes. Voilà. Bon, moi, vous le savez, le MEDEF n'est, et pourtant je suis patron créateur de plusieurs entreprises, le MEDEF n'est absolument pas ma tasse de thé, parce que pour moi c'est du syndicalisme qui doit disparaître. Je suis violent, mais voilà, j'ai une tendance naturelle. Alors je connais pas bien, j'ai pas regardé en détail leur programme parce que je ne voterai pas, que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Sur Roux de Bézieux a plutôt une vision et a plutôt été quelqu'un qui vient de l'entrepreneuriat en partant from scratch sur des startups dans les années 90, 2000, etc. Donc j'aurais tendance, voilà, mais il s'est extrêmement politisé parce qu'il a choisi le MEDEF. Donc j'espère juste Nicolas, qu'aujourd'hui c'est pas que les grands patrons qui devraient être plus présents. J'espère juste qu'aujourd'hui, et je me mets dans le sens de Léonidas, c'est l'entrepreneur qui doit être mis en avant et non plus le patronat. Il y a une différence entre un salarié qui dirige une entreprise et quelqu'un qui l'a créé. L'entrepreneur et pas le patronat, et c'est finalement une grande réussite de la présidence de Gattaz d'avoir mis vraiment l'entrepreneur à l'honneur. Ils vont plus se libérer et un peu plus se moderniser. On va reparler de cette histoire prochainement parce que quelqu'un faisait la réflexion ici tout récemment, c'était le patron de Woodeum, l'ancien patron du Dubaï Rodamco, Guillaume Poitrinal. Voilà. En France, vous pouvez devenir président from scratch maintenant, on l'a vu, député from scratch. Par contre, créer un nouveau syndicat, nada. Les places sont prises. Et ça, c'est pas normal. Il faut ubériser les syndicats. Léonidas Calogéropoulos, Ludovic Subran et Stéphane Van Nuffel. On se retrouve demain à 9h.